Et c'est un. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je vais vous faire une petite contextualisation historique, un détour par l'histoire pour vous brosser un peu à grands traits les évolutions du running depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même à 12,4 millions de Français et de Françaises qui pratiquent la course à pied, alors sous des formes variées, on y reviendra. Donc ça fait quand même un Français sur 4, ce qui n'est pas rien. Et parmi eux, on a près de 8 millions de coureurs qui sont des coureurs et des coureuses réguliers, c'est-à-dire qui pratiquent au moins une fois par semaine. Et on est quasiment à parité. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 51% parmi les pratiquants, il y a 51% d'hommes et 49% de femmes, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Donc on est passé en fait en quelques décennies d'une pratique qui était marginale, la course à pied, à une pratique qui est massive en France. Et ce que je vais vous inviter un peu à repérer, c'est les ruptures. Voilà, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. D'abord, on était dans les années 60, dans une pratique extrêmement codifiée. Et petit à petit, on est arrivé à une pluralité de manières de courir. En fait, au départ, les courses de longue durée, c'était des courses qui étaient associées à la Fédération française d'athlétisme et à une façon de pratiquer qui renvoie à des objectifs de mesure chronométrique, des compétitions, des pratiques qui se faisaient dans des espaces dédiés, des stades ou des courses, des crosses, etc. Mais voilà, ça se faisait quand même dans des environnements qui étaient encadrés par des clubs, des fédérations. On ne courait pas tout seul en fait. On ne courait pas indépendamment finalement d'un club et de l'appartenance à un collectif. Et puis petit à petit, et dès les années 70-80, se développe le jogging, le running, donc des formes de pratique plus individuelles, en fait, plus autonomes, dans une période en fait qui est une période de développement des loisirs en France. Les années 70-80, c'est la période où on est dans une logique de démocratisation du loisir, l'idée que le temps libre, l'accès à du loisir ne doit pas être réservé qu'à des classes favorisées, et le running fait partie de ces pratiques qui vont se développer dans ce contexte. Et puis, dans les années 90-2000, arrive une autre évolution, c'est des questions liées à la santé. Et donc on va aussi courir pour entretenir sa santé physique, mais aujourd'hui aussi mentale. Il y a aussi cette idée qu'on va aller libérer un peu le stress professionnel, par exemple, où on va se mettre à courir, on va se lancer un défi d'un marathon parce qu'on va vivre une épreuve biographique un peu difficile, et on va se challenger à la sortie de cette épreuve en se fixant un objectif, et par exemple une course. Donc on voit évoluer comme ça non seulement les profils des pratiquants, mais du coup aussi leur motivation, ce qui les fait courir. Donc ça c'est la première évolution que je voulais vous amener à repérer. L'autre évolution, elle a trait cette fois-ci non pas aux pratiquants et à leur motivation, mais à l'offre. Très longtemps, en fait, les courses, c'était des courses liées à des compétitions traditionnelles, etc. Et dans les années 2000, on assiste à une massification des événements, en fait, autour du running, et un glissement, là aussi, d'une logique strictement compétitive à une logique d'accomplissement. L'idée, c'est on va faire un marathon, un trail, un ultra-trail, dans une logique d'accomplissement, et aussi ces événements du coup vont surfer sur cette massification des coureurs et des coureuses, et autour de ces événements vont petit à petit se greffer, au-delà des enjeux sportifs, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux médiatiques. Ça, vous le direz, avec le sport de haut niveau, c'était déjà le cas, mais des enjeux territoriaux. Finalement, ces courses ont aussi donné l'occasion à des territoires, à des municipalités et au-delà, à des régions, à des départements, finalement, de communiquer autour de valeurs qui vont être finalement des valeurs partagées avec l'univers de la course ou du trail ou de l'ultra-trail, etc. Donc on voit bien là aussi comment dans ces évolutions,
Ce qui fait l'explosion du nombre de coureurs et de coureuses, les plus de 12 millions dont je vous parlais, c'est à la fois des contextes, on va dire, culturels, mais aussi politiques. C'est politiques de santé, par exemple, qui associent l'activité physique à la santé, etc., et qui incite la Fédération française d'athlétisme, qui a développé le Pass Athlé Santé il y a quelques années déjà. Voilà, tout ça, en fait, participe finalement à la diversification des pratiquants et de leurs attentes. Alors, ce qui est nouveau aussi plus récemment, c'est l'arrivée des trails et des ultra-trails. Où là, finalement, qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles formes de pratique? C'est que on va déplacer l'imaginaire de la course dans un nouvel espace, plus naturel, plus connecté à la nature. Et donc, on court plus seulement contre le temps ou contre les autres, on court aussi dans des environnements avec du dénivelé, Benjamin pourra en témoigner, avec de l'incertitude, avec du coup une dimension sensible plus importante en fait dans ce que finalement les pratiquants et les pratiquantes viennent chercher avec ces formes de pratique, avec aussi une envie de pousser leurs limites sur de nouveaux aspects, parce que ces courses qui peuvent durer jusqu'à 24 heures, voilà, viennent challenger aussi leurs limites en matière de sommeil, de nutrition, etc. Et donc, évidemment, aujourd'hui, voilà, c'est près de 13 millions de pratiquants sont extrêmement pluriels. Et je vais laisser à Quentin le plaisir de parler de la dernière évolution en date. C'est le développement en fait de tous ces outils connectés, c'est le développement des réseaux sociaux qui viennent aussi finalement bousculer un peu les enjeux, les motivations, à la fois et aussi le temps finalement de la pratique, parce que je disais qu'avec les trails, les ultra-trails, le temps s'allonge, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il s'allonge encore plus, dans le sens où qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe pendant. Voilà, Quentin va prendre le relais là-dessus. Il faut que ça va. Normalement, c'est bon. Okay. Merci Lucie pour le panorama. C'est vrai que le dernier changement qui est arrivé pour la course à pied, je pense que vous l'avez toutes et tous remarqué, c'est deux choses. C'est l'arrivée des objets connectés et des réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut avoir accès à un certain nombre de données sur sa sortie, donc l'allure, le dénivelé, un parcours. Si on a une montre aussi accessible en termes de prix soit-elle, on peut aussi avoir fréquence cardiaque. On a même qui ont de la musique évidemment. Donc en fait, ces objets-là vont transformer le rapport à la course à pied, parce que ça devient plus seulement une activité qu'on fait, quelque chose qu'on va, une pratique, ça devient aussi un objet qui va être quantifiable. Avant, on avait, je caricature, mais l'élite qui avait accès à tout un tas de données. Maintenant, un amateur ou une amatrice avec un peu de budget peut avoir un code sur la chaussure, peut avoir une sage de fréquence cardiaque, peut aussi avoir une montre. Enfin, il y a vraiment tout un tas de données qui va venir équiper le coureur ou la coureuse, et du coup, c'est plus seulement juste quelqu'un qui va mettre un short et des baskets et courir, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est connecté, d'où le nom de la table ronde. Et ça fait aussi que la performance, c'est plus seulement juste aller courir, c'est aussi la mettre en scène, parce qu'on a tout un tas de données qu'on va pouvoir utiliser pour poster sur Strava, poster sur Instagram, poster sur TikTok, et on va pouvoir aussi être vu. Donc ça va transformer le rapport à la course à pied en course, plus seulement pour soi, mais aussi en course pour les autres. Le deuxième changement, donc je vous l'ai dit, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que maintenant, en simple clic, on a accès à toute, on va dire, si on part du principe que beaucoup de coureurs et coureuses mettent leurs sorties accessibles facilement, donc en fait, en un simple clic, on peut avoir des tonnes et des tonnes de données sur les autres, qui fait quoi, à quel moment, ses zones d'entraînement, on peut voir ses copains, ses copines, des collègues de travail, des personnes qu'on ne connaît pas. On a accès à toutes les sorties des personnes, ce qui fait qu'on va pouvoir analyser, mais aussi on va pouvoir se comparer, on y reviendra, parce que là, on a accès à tout un tas de contenus
qui fait que ça va changer aussi notre rapport à la pratique en général, notre vision de la course à pied. Je pense que toutes et tous, vous avez une vision qui est façonnée par vos expériences sur le terrain, vos courses, mais aussi ce que vous pouvez consommer comme contenu sur n'importe quelle plateforme, mais aussi par exemple dans la presse écrite, etc. Tout ça va façonner le rapport à la course à pied. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça va aussi façonner ça. On voit, comme on a dit aussi, il y a de plus en plus de personnes qui courent. Je pense qu'on n'en a jamais eu autant. Les courses sont de plus en plus remplies. Et les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça répond à un certain nombre de besoins qu'ont les coureurs et les coureuses. Parce que moi, l'idée, c'est pas de vous dépeindre les réseaux sociaux comme le diable, quelque chose qui viendrait juste nuire à la pratique. S'ils sont là et s'ils marchent autant, c'est parce qu'ils répondent à des besoins. Je vais vous en faire une liste non exhaustive, mais si vous avez on pourra y revenir tout à l'heure. Le premier, c'est l'aspect motivationnel, parce que maintenant, on voit de plus en plus de personnes qui courent et on a de plus en plus de chances d'avoir envie de se mettre à la course à pied. Ce qui fait qu'il y a ce côté motivation à aller courir parce qu'on est inspiré par son voisin, sa voisine, mais aussi par les personnes, les athlètes élites. Et moi, je trouve que ça n'a pas forcément négatif de voir de plus en plus de gens qui vont se motiver à aller courir. Le deuxième élément, c'est le côté soutien, parce que on va pouvoir poster ses sorties, on va pouvoir raconter sa vie de pratiquante, et là, on va avoir accès à des petits likes, des vidéos sur Strava, ou des personnes qui vont dire « Wow, mais c'est incroyable ce que tu fais », ou alors bah, « C'est cool, je ne savais pas que tu t'es mis à la course à pied », et cette rétribution va encourager les personnes à se dire « En fait, je pratique pour moi, on me donne de l'importance, on me valorise, et du coup, je vais continuer à pratiquer, ça va favoriser comme ça l'engagement dans la pratique. » Troisième chose, selon moi, et c'est pas que pour la course à pied, mais maintenant les réseaux sociaux, c'est vraiment une porte ouverte sur le monde avec un nombre de ressources assez incalculable. On l'a évidemment par les objets connectés quand on va courir avec notre montre, mais aussi on va pouvoir avoir accès à du contenu de nutrition, de récupération, de plan d'entraînement, de sentiers à découvrir. Alors évidemment, il y a à boire et à manger parce qu'il y a des gens qui vont profiter de cette petite place pour vendre des formations, faire du contenu qui n'est pas de qualité, mais il ne faut pas nier que l'une des principales utilités des réseaux sociaux pour ces coureurs et coureuses, au-delà du fait de se sentir valorisé, de poster ses sorties, ça va aussi être de pouvoir se documenter et aller chercher de la ressource. Enfin, le dernier élément pour moi, c'est le côté sociabilité, parce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, de Strava, on va avoir de plus en plus de groupes de communautés qui vont se créer. Je sais pas, par exemple, RMC Running aura son petit groupe sur Strava, Campus Coach, la plateforme, l'aura aussi, Orange, quand ils vont faire le marathon de Paris, ils vont créer leur petit groupe, et ça va permettre aux gens de rencontrer des gens, de se mettre en relation, de subvenir aux besoins que vous avez dit, motivation, soutien, engagement dans la pratique. Ces petites communautés comme ça, elles vont favoriser l'engagement et la motivation à aller courir et avoir une pratique qui est intensive ou juste récréative. Il ne faut pas nier le côté soutien. Et évidemment, là, vous me voyez venir, vous vous dites, mais si ça nous favorise, ça nous incite à aller courir, à s'engager de plus en plus intensément dans la pratique, il y a forcément des côtés négatifs. Le premier à laquelle on peut penser, c'est le surentraînement, parce que on voit, limite, je caricature, mais le nombre de projets zéro tout UTMB en 18 mois qui émergent, ça va avoir un effet néfaste potentiel, qui est de se dire en fait je vais pas assez bien, je vais pas assez loin, je vais m'entraîner plus fort, ou alors Jimmy Gressier qui dit à 3,20 je suis en footing. Là en fait les amateurs amatrices qui se renseignent pas ou qui se prennent ça au pied de la lettre, moi j'en connais dans mon groupe d'amis qui sont allés le lendemain essayer de faire un truc à 3,20 pour voir ce que ça faisait, et là on s'est la porte ouverte à l'excès, au toujours plus loin, toujours plus vite et trop vite malheureusement. Donc là ce premier risque là. Le deuxième risque, vous en doutez, si on a une porte ouverte sur les autres, sur tout ce qu'ils émettent, il va pouvoir y avoir une logique de comparaison. Alors la comparaison, elle peut très bien être positive évidemment, de se dire
ah mais tel athlète, il fait ça, ouais, c'est mon idole, je veux faire comme lui, il est passé par telle étape, je vais essayer de reproduire ce qu'il fait, ça va pouvoir me tirer vers le haut, mais aussi ça va pouvoir malheureusement me tirer vers le bas parce qu'on va avoir accès à un nombre de stats, un nombre de performances, de médailles, toujours plus folles les unes que les autres. Ça va pouvoir toucher notre ego et nous dire en fait peut-être que je suis nul, hein. Je cours à 7 minutes du kilo, lui il fait 5 minutes, en fait je suis peut-être pas fait pour ça, et là ça touche à l'ego et il y a une spirale négative qui va jusqu'à potentiellement l'arrêt de la pratique. De plus en plus on voit apparaître un courant, un course à pied qui va promouvoir justement les personnes qui courent lentement, à 8h30, en réponse à cette hyperinflation des chronos pour justement limiter le côté comparaison négatif. Et enfin, le dernier point que je veux mettre en avant côté négatif, c'est le fait qu'on va avoir de plus en plus de mal à se déconnecter de la pratique et revenir aux sensations. Là, mon élaboration, c'est le runner connecté, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une panoplie d'accessoires, de données. On voit plein de gens qui courent, et quand on est la fameuse phrase sur si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas, ça devient de plus en plus vrai. Parce qu'on a du mal à revenir à ces sensations, parce que la pratique, elle a changé, on ne court plus pour soi, mais on court aussi pour les autres et pour l'image qu'on va renvoyer. Avant de conclure et de faire la transition sur les échanges, il me semble important même si c'est peut-être un lieu commun, de dire qu'en fait les réseaux sociaux c'est une mise en scène. On a du contenu qu'on va choisir de poster, on va nommer une sortie différemment d'une autre. Si on met récup sur une émission, si on n'était pas en récup, c'est de la mise en scène. On voit le contenu qu'on consomme, qui va nous être mis en avant, les performances, c'est pas forcément que la réalité, ou alors c'est une surface de l'iceberg qui est pas immergée ou émergée, jamais le temps. Mais l'idée c'est de se dire que les réseaux sociaux, et là c'est dommage, on a pas des influenceurs et des influenceuses, mais c'est vraiment les logiciels qui seront un peu abonnés, mais vraiment quelque chose qui vont mettre en scène pour toucher un certain public, pour faire passer une certaine image. Ça donne une image de la pratique qui est plus celle d'avant évidemment, mais pour autant c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise, mais c'est aussi arriver à se revenir aux sensations, de courir pour soi, de ne pas se dire je vais courir parce que telle personne a fait ça, je vais m'inspirer, oui, mais pas forcément reproduire ou prendre au pied de la lettre. Je pense que le rapport à la course à pied il a changé, la course à pied en elle-même a aussi changé. Je pense que ça va être le moment des échanges pour revenir sur différentes expériences. Merci Quentin, on peut l'applaudir à Quentin pour cette présentation, cette analyse. Alors les deux anciens, je s'appelle comme ça, les deux anciens qui sont vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui vient d'être dit? Benjamin, j'ai lu l'article sur vous, qui date de 5-6 ans maintenant, où vous racontiez votre vie de sportif de haut niveau, on voit ce que vous avez fait. Oui, dans cet article, moi j'ai vu que du plaisir, le plaisir de se rencontrer avec les autres, le plaisir de courir avec les autres, le plaisir de se challenger, le plaisir de faire les stages, mais où il y avait aussi la protection de la vie de famille, garder toujours le plaisir dans la tête. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de tout ça maintenant avec les réseaux sociaux, parce qu'on va s'imposer des choses pour pouvoir paraître après ou faire des posts, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Quentin? Il y a énormément de sujets en fait, et c'est difficile d'exprimer un avis comme ça. Les réseaux sociaux, c'est ni bien ni pas bien, mais en effet, je peux constater que on peut dériver facilement, en tout cas, puis on a un système, je pense, qui, avec la culture du like qui est évoqué, ça peut être valorisant, mais aussi c'est quelque chose qui peut être recherché dans des buts mercantiles pour les entreprises, qui vont utiliser des personnes qui vont se mettre en scène pour aller chercher le like, etc. Mais ça permet aussi, en effet, de très belles choses, des rencontres. Quand tu évoquais ça, moi ça m'a rappelé à l'époque, quand on était à la presse aussi, c'était les forums de mon temps. Les plus jeunes n'ont pas connu, mais c'est les forums. Grâce à ces rencontres-là, moi, ça m'a fait discussion d'activité, je me suis retrouvé à me créer des amis. On est parti en stage en Éthiopie, et ça m'a permis de vivre des aventures extraordinaires. Et j'ai vu d'autres personnes, ça parle des réseaux sociaux, qui, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans un rôle, ils sont devenus presque des pseudo-acteurs, et qui oubliaient un petit peu leur pratique sportive parce qu'ils devaient jouer un rôle. Donc, je trouve c'est on n'est plus là dans je fais du sport pour me faire du bien, pour ma santé.
Il y en a certains qui, on le voit sur les courses, qui viennent courir parce qu'ils veulent se challenger avec le pote, parce qu'ils ont vu que le pote avait fait un temps et ils veulent faire pareil, et ils viennent pratiquement sans préparation sur certaines courses. Et on voit les deux en fait. Et puis on voit des gens qui, grâce à ça, grâce au monitoring des montres, vont mieux respecter les allures, vont peut-être mieux protéger leur santé, vont avoir un coach qui va pouvoir mieux les accompagner et donc avoir un bénéfice. Comme on voit des gens qui font n'importe quoi, qui partent droit dans le mur. Et en effet, voilà, il faudrait, je pense, arriver à mieux valoriser les contenus, puisque en fait, on parle de ce domaine de qualité, parce qu'on peut voir, si on parle de la diététique par exemple, des gens qui sont experts et qui vont en effet permettre de diffuser des pratiques qui sont vraiment bénéfiques, et d'autres qui, pour vendre une marque, en fait, peuvent raconter quelque chose qui va être néfaste à la santé, qui vont dire n'importe quoi. Et donc, c'est face à tout ça, mais ce n'est pas que pour le côté, je pense, du runner, mais ces réseaux sociaux, en fait, comment on arrive, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on arrive à réguler ou pas et à prendre de bons pour tout ça. Je ne dis pas que vous êtes vieux, mais si vous étiez maintenant en pleine possession de vos moyens pour la carrière que vous avez fait, si c'était maintenant, est-ce que vous seriez sur les réseaux sociaux? Oui, je le suis quand même. Oui, non, mais je pense que maintenant c'est indispensable. Alors, en gros, pour un sportif de bon niveau, s'il veut avoir des partenaires, maintenant, soit il est multi-champion olympique et presque il peut s'en passer parce que les sponsors va pouvoir déléguer cette tâche-là et les personnes le feront pour lui. Mais les jeunes maintenant qui veulent se lancer dans le sport et obtenir des contrats de partenariat, avoir des pratiques, avoir des moyens pour aller chercher leur performance, le côté gestion des réseaux sociaux devient quand même un paramètre important. D'accord. On reviendra sur ça. Rémi, Running Mag, on connaît tous ces articles que tu fais sur Running Mag et tu es très présent aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette évolution? Oui, alors je rejoins beaucoup Benjamin, forcément, puisqu'on connaît la course à pied, le trail depuis quasi le début du trail. Ça fait déjà 30 ans au moins pour le trail, et plus pour la course à pied. Donc je le rejoins entièrement sur ce qu'il dit. Après moi, malheureusement, je veux dire, je vois quand même, pour reprendre Quentin, je vois quand même plus de côté négatif que positif, parce que si je prends la base de ce qu'est la course à pied, le trail surtout, c'est quand même se faire plaisir dans la nature. Et ce que tu ressens quand tu cours, on le dira, quand tu cours en montagne comme ça, c'est quand même quelque chose de très personnel et que tu vis sur le moment, après tu peux décrire le tout. Et j'ai le sentiment que plus ça va, moins on tient compte de ça, tu vois, de ce plaisir-là, qui est la base même de ce qu'est la course en nature, surtout le trail. Et par le biais des réseaux, je pense qu'on l'oublie. Je lis pas beaucoup de gens qui parlent de ça, de ce plaisir-là. Beaucoup se mettent en scène. Alors, on va parler des influenceurs, parce que c'est la base connectés ou pas dans le monde du running. Mais connectés, on pense souvent quand même des influenceurs qui prennent de plus en plus de poids dans le monde de la course à pied. Mais dans tout ce que je lis, souvent, des gens se mettent en scène, se filment, se disent voilà, beaucoup, je suis sur telle course, je fais ça et tout. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup, ou presque pas, qui vont te raconter le plaisir qu'ils ont pris ou comment ils perçoivent le fait, eux, de courir. Tout simplement de courir, en fait. C'est ce que tu peux ressentir dans le moment où tu cours. Comme si on avait oublié même les fondamentaux même du fait juste de courir, qui était quand même la base de ce sport. Donc ça, c'est un ressenti que j'ai moi. On perd un peu de l'identité même de cette discipline par rapport à des gens qui se mettent en tête beaucoup pour soit exister, pour soit en vivre financièrement. Ça devient tout scénarisé, tout est mis en scène pour, et au détriment de cette discipline. Voilà, c'est un ressenti par rapport à la question. On a de plus en plus de courses qui ferment 3 semaines avant les inscriptions, parce que c'est archi plein, c'est presque ce pic justement d'inscription dans les courses de gens qui viennent courir, c'est dû aussi. Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Là, il y a peut-être le fait que ce soit de plus en plus sur les réseaux, va peut-être entraîner d'autres gens à vouloir pratiquer, à vouloir faire pareil, et peut-être ça en fait partie, mais après, il
il y a souvent d'autres facteurs qui jouent dans le fait qu'en ce moment, c'est le boom total de la course à pied. On n'a jamais vu ça depuis l'existence de la course. On est dans des chiffres extraordinaires. Après, moi, il y a un sujet, dans le sujet honneur connecté, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est jusqu'à où on va pouvoir aller. Jusqu'à où on va pouvoir aller, parce qu'on se rend compte qu'en ce moment, et on est en plein dedans, il y a des, pas les citer, mais il y a des noms d'influenceurs de plus en plus connus, comme Clem qui court ou Casquette Verte, qui ont des bons niveaux, je ne reviens pas sur les niveaux, mais Casquette Verte est très bon. Mais tu vois, Clem qui court, je pense que vous connaissez le Clem. Finalement, c'est des gens, alors il y en a beaucoup comme ça, d'influenceurs, pas à son niveau ou pas aussi connus, qui vont capter l'attention et qui vont capter le financement que les marques vont commencer à mettre sur eux plutôt que sur des sportifs dits de haut niveau. Tu sais, le sportif de haut niveau va peut-être moins intéresser que maintenant l'influenceur. L'influenceur prend le pas sur... l'influenceur, c'est la personne vraiment connectée à fond, tu vois, qui joue des réseaux pour en vivre. Et si petit à petit il prend le pas sur le sportif de haut niveau, l'argent qu'on met sur l'influenceur, on ne va pas le mettre sur le sportif de haut niveau, tu vois, on ne va plus... Donc on peut se demander jusqu'à où ça pourra aller. Est-ce qu'on ne va pas aller finalement jusqu'à un monde où ce sera qu'une course d'influenceurs, tu vois, une course où l'influenceur aura le premier rôle, et finalement le sportif de haut niveau le deuxième rôle. Et on le voit de plus en plus, moi je parle au niveau médiatique, c'est-à-dire que de plus en plus on voit les médias ou pseudo-médias, parce que bon, on se demande des fois, et les médias qui sont dits médias dans le trail, Esprit Trail, Endurance Mag, enfin ceux qu'on connaît sur les réseaux, prennent le pas, suivent la tendance qui fait que si un influenceur est hyper connu, on va plutôt parler sur la course de lui, sur une course de lambda, de lui, plutôt que du mec qui, entre guillemets, j'exagère un peu, qui va gagner ou qui va faire une super performance, parce qu'on sait qu'avec l'influenceur, on va avoir un retour sur investissement, en gros. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va faire, je ne sais pas, 10 000 likes, donc le média va parler de lui parce qu'il sait que lui aussi ça va fonctionner par rapport à l'influenceur qui marche. Et on se retrouve avec moins d'infos, plus d'infos du tout sur ce qui s'est passé dans la course, mais un monde de presse qui est lié maintenant au monde de l'influence. Je ne sais pas si tu arrives à suivre. Oui. On te demande à toi des fois de rester un petit peu dans l'ombre pour laisser la place aux influenceurs. Exactement, mais après moi, personnellement, je suis sur les réseaux et je suis assez actif. Tu es un peu influenceur sur les réseaux. Mais, moi, j'aime pas le terme. J'aime pas le terme influenceur, parce que influenceur, ça voudrait dire que par ta pratique, tu influences des gens à faire la même chose, à pratiquer comme toi. Donc c'est un peu, des fois, je me dis, moi j'ai du mal à donner des conseils, tu vois, à des gens pour dire vous faites ça ou pas. Mais moi, bon, après c'est personnel, mais c'est peut-être hors débat. Moi j'aime bien plutôt écrire des choses, ou tu vois, plutôt la plume qui fait que je traduire ce que je ressens ou ce que je vois. Et si ça plaît, tant mieux. Mais est-ce que c'est une influence par rapport aux gens? J'ai du mal à le percevoir. Par contre, ce que je disais, par contre, les médias, par rapport à maintenant, beaucoup de courses me demandent peut-être plus de venir, moins en tant que journaliste, mais plus en tant que pseudo-influenceur. On est dans une nouvelle ère alors pas que de la course à pied, du sport en général par rapport aux influenceurs. Et là, jusqu'à où ça peut aller, c'est la question. Par rapport à ça, si je cite souvent le marathon des Jeux, je l'ai dit quand on a fait l'ITO ensemble, le marathon des JO, il y avait c'est dommage que Mélodie soit là, parce qu'elle a participé au JO, au marathon. Il y avait le marathon des Jeux olympiques, donc le vrai, ceux auquel beaucoup de coureurs aimeraient pouvoir participer, c'est vraiment le nec plus ultra, c'est l'aboutissement souvent d'une vie, d'une carrière, et tout le monde le conçoit comme ça, j'imagine encore, on ne sait pas. Il y avait le marathon des Jeux, pour tous, qui était la nuit, en nocturne, et beaucoup après, et c'était un marathon vraiment très marqué, influenceur. Il y avait énormément d'influenceurs qui couraient, qui avaient l'idée, et c'était le but du jeu par rapport à... C'était Orange qui organisait le jeu. Et ça a énormément marché par rapport à ça. Mais beaucoup de gens après derrière disaient j'étais aux Jeux Olympiques, j'ai participé aux JO, sans mettre de nuance dans le truc. C'est le mec qui dit bon, t'as fait les JO,
Et beaucoup le conçoivent après derrière comme ça, c'est-à-dire le gars il a fait des chiots. Et c'était juste un influenceur ou un coureur qui a participé. Alors, c'est pas une critique, je veux dire, c'est l'évolution du monde, mais après, on peut se dire presque pourquoi ne pas faire que. Pourquoi finalement continuer à donner de l'importance à la pure performance, parce que finalement, si c'est juste des influenceurs qui vont avoir le pouvoir sur le monde du sport, finalement tu fais une réunion, tu as que les influenceurs, tu postes sur le fait que tu es là, que tu te mets en scène sur la course, tu n'as plus besoin d'avoir de performance. J'exagère un peu, mais presque. Donc si on arrive à ça, jusqu'à où on va aller. Alors, je vois plusieurs populations. Il y a les réseaux sociaux pour les sportifs de haut niveau qui affichent leur performance, la recherche de partenaires, de la visibilité, etc. Et après, il y a les réseaux sociaux pour toute la masse qui court avec et qui s'inscrit de plus en plus et qui se met peut-être en difficulté aussi physiquement et mentalement de plus en plus à cause de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les réseaux sociaux mettent à mal la santé mentale des coureurs? Vous pouvez tous répondre, hein, Lucie et Quentin, tout le monde, vous avez les micros, Lucie et Quentin, vous pouvez faire le même. Allez-y. La première part, la première chose que je vois par rapport à ce que tu dis, c'est, on en a parlé avec Quentin, c'est sur Strava. Ouais. L'application. Parlons de Strava, des délires de Strava. Voilà, l'exemple type, c'est tu dis ça fait pas mal le psyché du coureur, mais finalement, quand on voit que des coureurs payent d'autres coureurs pour courir à leur place, pour avoir une marque Strava, je te dis quand même qu'on peut pas aller plus loin dans le délire un peu quelque part, tu vois. Donc quelque part, il y a quand même une dérive psychique sur le bien-être du coureur qui paye quelqu'un. Alors c'est vraiment l'ego qui, je pense, qui prédomine dans ce cas-là précis. C'est-à-dire que tu as envie de montrer aux gens ce que tu pourrais. Tu ne le fais pas, mais les gens vont dire, ben voilà, c'est fou quand même ce qu'il fait. Et jamais. Oui, en effet, puis moi c'est vraiment ce côté-là, la recherche de reconnaissance, enfin, et de paraître qui a été utilisé, je crois, tout à l'heure. On est dans le paraître complet. Voilà, c'est là où ça devient problématique, en effet. Et on constate que il y a quelques années aussi, j'avais un jeune père chez moi qui commençait à avoir quelques résultats sportifs, et puis sur un article de presse, pour le coup, en gros, je ne sais plus comment il était interviewé, mais son objectif, en fait, ça devenait intégrer un team et avoir une communauté, ou je ne sais plus comment il avait formulé. Il n'y avait plus de résultats sportifs associés, alors qu'au départ, même sa pratique était dans le résultat, était sportive. Donc on se demande où est-ce que l'accomplissement personnel à travers la pratique, en fait, peut faire le lien avec une présence sur les réseaux sociaux et les risques des réseaux sociaux. Voilà. Je suis peut-être un peu plus nuancé que Rémi sur les effets négatifs, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi tous ces côtés positifs, mais attention au danger, quoi. Voilà, si on devait conseiller certains jeunes qui débutent leur carrière, je pense qu'il faut qu'ils le prennent comme un outil au service de leur projet sportif, de leur projet personnel, et qui peuvent peut-être l'utiliser pour ça, mais attention de ne pas tomber dans quelque chose où vous construisez que dans la reconnaissance à travers l'image, le like. On sait que c'est quand même très stimulant, et c'est le circuit de la sérotonine, je crois que c'est ça, la stimulation de cette reconnaissance qui arrive, mais elle est quand même à distance des sportifs qui expriment le fait que après une blessure, après, enfin, ils avaient je ne sais combien d'abonnés, puis au final ils n'existent plus une fois que leur performance disparaît. Et voilà, s'ils se sont un peu trop construits sur cette image-là et pas assez sur leur vrai environnement social, personnel, ça peut vite être quelque chose de très risqué. Vas-y, Quentin, vas-y. Parce que moi je pense qu'il faut aussi différencier en termes de population. Je pense que ce n'est pas les mêmes enjeux, on l'a dit, quand on parle des personnes, des coureurs et coureuses qui visent on va dire l'élite. Là, il y a vraiment un côté où les réseaux sociaux, ça va être un levier qui pour actionner, pour monter en compétence, mais aussi pour se vider la tête. Et là, il peut y avoir le côté, comme je disais tout à l'heure, comparaison, qui va pouvoir être négative, et ça va pouvoir affecter négativement la santé mentale. Mais je pense qu'il y a aussi un côté positif pour ces populations-là, de se dire qu'il y a un quotidien super chargé, et par exemple que le temps de je vais prendre une belle photo quand je cours, je fais une belle story,
ou alors je vais pouvoir être validé, même si je ne contrôle pas, comme tu l'as dit, sur le plaisir, et on ne va pas se concentrer sur soi-même, mais on va trouver une rétribution et une valorisation à l'heure. Je pense qu'il y a un côté positif pour ces populations-là, et on n'est pas dans à tout prix, il faut les réseaux sociaux, et à un moment ça va va pas marcher, du coup je vais rentrer dans une spirale négative parce que ça ne marche pas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en deuxième population, il y a des personnes, les coureurs et coureuses lambda, je leur dis parce que je n'ai plus de temps, où en fait on va aller utiliser les réseaux sociaux, des fois on va se vider la tête, ça nous fait du bien, des fois on va se comparer pour se tirer vers le haut, et l'impact peut être des fois négatif parce qu'il y a énormément de contenu pour sa pied, mais je pense que ça peut aussi être positif et servir ces personnes-là pour avoir un but à atteindre. Je pense qu'il y a une troisième catégorie de personnes qui sont les personnes, je pense, comme Rémi, qui en fait ne consomment pas les réseaux sociaux pour mettre sa pied, ont un rapport à leurs sensations qui et une connaissance de leur corps qui est super fine, qui est pour elles et pour eux. Et là, on n'aura aucun impact négatif, à mon sens, des réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, dire que les réseaux sociaux, ça peut être négatif à tout prix. Je pense qu'il y a différents enjeux de cette population. Oui, et sur le profil élite, sur des sportifs de très haut niveau, moi je rejoins aussi ce qui a été dit sur cette question du gâteau à se partager aujourd'hui sur le marché du sponsoring et du partenariat avec les influenceurs, influenceuses. En fait, avant, c'était les médias traditionnels qui faisaient la notoriété de quelqu'un. Il fallait, évidemment, avoir un certain niveau sportif, parce qu'à un moment donné, on ne faisait pas un article sur vous dans l'équipe si vous n'aviez pas fait certaines compétitions, eu certains résultats, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il fallait déjà à l'époque, Patrick Mignon, un sociologue que j'aime bien dans les années 90, disait le sportif de haut niveau, depuis les années 90, doit réaliser une double performance. La performance sportive, c'est la base, sans ça, pas de notoriété. Par contre, il faut aussi qu'il réalise une performance non pas vocale, mais médiatique, parce que pour convertir en fait son capital sportif, si vous voulez, en une valeur marchande, à un moment donné, il faut qu'il soit un bon client dans les médias, ou qu'elle soit quelqu'un, petit à petit, d'ailleurs, certains et certaines sont devenus des people. On pense à Laure Manodou, par exemple. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se dire que c'est arrivé d'un coup d'un seul avec les réseaux. Cette idée qu'à un moment donné, la valeur marchande des sportives et des sportifs de haut niveau, elle était aussi connectée à ce qu'ils étaient capables de produire en tant que personnalité médiatique, ça existait déjà avant. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est un peu l'ubérisation de la société. Aujourd'hui, on peut tout faire soi-même, en fait. Et aujourd'hui, ces médias, d'ailleurs, on les appelle des automédias. Instagram, c'est un automédia. C'est vous qui faites, finalement, qui construisez votre image. Il n'y a plus un journaliste ou une journaliste, un intermédiaire, un groupe de presse, la télé, entre vous et un public, une communauté. Non, c'est vous qui allez vous-même, alors vous-même, ou comme le disait Benjamin, certains qui ont des gros niveaux de pratique peuvent se payer des community managers, mais enfin, finalement, peu de champions et de championnes sont en capacité, y compris ceux que vous avez vus et celles que vous avez vus au JO, de se payer des community managers. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Ces sportifs et ces sportifs de très haut niveau se retrouvent concurrencés par les influenceurs et les influenceuses dont vous parliez, qui, à la différence des champions et des championnes, ont du temps, puisque eux ne consacrent pas 20 à 30 heures par semaine à leur entraînement. Est-ce que la course à pied, le running est devenu un style de vie plutôt qu'une pratique sportive à part entière pour prendre soin de soi et la santé maintenant, pour la plupart des coureurs, c'est-à-dire la masse? Oui, la réflexion que je vous faisais tout à l'heure aussi pour faire un lien avec ça, c'est que on dit nous on est quand même un sport qui est, et c'est vraiment une des qualités, ouvert à tout le monde, et sur la même ligne de départ, on peut avoir quelqu'un de plus haut niveau mondial et un sportif amateur, presque débutant. Et on a moins, à part sur les grands championnats, mais plus en lien vraiment avec l'athlétisme, un peu moins avec le running, cette pratique codifiée par niveau. Donc c'est vrai qu'on est plus exposé, je pense aussi, à ce déséquilibre entre guillemets avec la présence des influenceurs versus sportifs de haut niveau que les rugbyman qui sont dans un championnat élite, les footballeurs, ainsi de suite, ou d'autres sports individuels qui ont
qui ont quand même voilà, une structuration des épreuves, et pas forcément que du haut niveau, mais des épreuves où il n'y a pas ce mélange-là. Donc en effet, il y a cette particularité qui fait que ça laisse quand même plus de place pour les gens, pour les influenceurs, pour exister en tout cas dans ce milieu. Est-ce qu'on ne court pas maintenant juste pour faire partie d'un événement social où tout le monde est là, je cours parce que le copain va courir, la voisine va courir, donc je vais courir moi aussi. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là-dedans aussi? La course comme... C'est bien maintenant d'aller faire un trail, c'est bien d'aller faire une course à pied. D'ailleurs, juste je vous laisse la parole après ici, on a quand même tendance à avoir des distances de plus en plus longues chez les néo-pratiquants. Il y a des néo-pratiquants qui démarrent avec des distances de plus en plus longues. La course comme élément d'un style de vie, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que déjà dans les années 70-80, alors on était plutôt sur les classes favorisées, il y avait cette idée qu'à un moment donné, enfin, c'est un marqueur social d'une certaine manière, le sport que l'on pratique. C'est pas la même chose de faire du golf ou de faire de la pétanque, c'est pas la même chose de faire du running ou de faire du rugby, etc. Donc voilà, le sport que l'on pratique, oui, ça dit quelque chose de qui l'on est et ça peut être instrumentalisé d'une certaine manière pour exister voilà, socialement. Enfin, voilà. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport, le running comme style de vie, voilà, il y a cette multiplication des connaissances en diététique, au niveau du sommeil, etc. Puis ces objets connectés qui vont vous dire, votre montre qui va vous dire, moi j'ai pas ça, je suis à l'ancienne, mais votre montre qui va vous dire si vous avez bien dormi cette nuit, si combien de dans quel type de sommeil vous avez été, etc. Et donc c'est vrai qu'avec tous ces objets, les gens qui sont très addicts finalement, parce qu'on peut aussi parler de ça, oui. Dans le running notamment, on a des profils aussi parfois de coureurs et de coureuses qui sont, c'est devenu un style de vie qui prend toute la place, parce qu'il y a une forme aussi d'addiction qui est liée aux hormones que l'on produit, notamment, etc., à l'entraînement et pendant les courses. Oui, moi ce que je trouve quand même, c'est que je me réjouis que autant de personnes courent, se sont mis à faire le plus beau des sports qui existent. Et par rapport à ce que disait Rémi tout à l'heure aussi, quand il est sur les courses, on voit les gens, ils parlent plus de ils se filment, ils parlent moins de leur plaisir. Mais en fait, je pense qu'on a quand même un biais aussi, c'est qu'on parle de ce qu'on observe sur les réseaux. Mais quand on discute avec le collègue, la pause entre midi et 2, ils rentrent de courir, ils se sentent super bien. Tous les gens qui me disent j'ai commencé à courir dans ma vie, je me sens en meilleure forme, j'ai moins de douleurs, etc. Donc on a un pied aussi peut-être sur notre réflexion sur tout ça, parce qu'on le prend sur ce qu'on observe sur les réseaux. Et là, je pense que quand même la grande majorité, je pense que déjà elle publie pas trop, peut-être qu'elle est spectatrice, mais en tout cas elle publie moins, et qu'elle est plus ciblée sur son plaisir que sur le fait d'aller voilà, sur les dérives qu'on a pu évoquer. Et la performance à tout prix ou ce oui, faire mal. On a quand même de plus en plus de personnes qui à l'arrivée sont un petit peu en difficulté quand même. On voit quelques personnes à l'arrivée qui, à mon avis, ne sont pas venues là pour se faire du bien, qui sont peut-être plus de mal, non? Alors, oui, mais je pense que ça a toujours existé. Quand Ludovic Pomeray, en 2003, il commence à faire l'UTMB, il dit qu'il part avec un pull à capuche. On se dit bien que là, ça va être compliqué pour nous. Alors, c'est quand même Ludovic Pomeray. Je pense que les pratiques, les gens qui vont sur la ligne de départ avec une préparation qui est minime, voire sans préparation, je pense que ça a toujours existé. Et là, c'est juste que, comme l'a dit Benjamin, je pense qu'il y a un effet loop et amplificateur des réseaux sociaux qui est que, en fait, on a l'impression de voir tout le monde et on a plus avoir tendance à faire des généralités parce que on a vu telle anecdote de telle personne qui a fini en 6h30. Mais regarde, il s'est pointé sur la ligne de départ, il n'était pas préparé, mais ça c'est un épiphénomène et je pense qu'il y a des gens aussi, et il faut le prendre en compte, qui en fait se préparent pour faire 5 heures au marathon ou 5h30. Et c'est pas parce qu'ils ont loupé leur course, c'est juste que leur pratique fait qu'ils vaudront ça entre guillemets sur les lignes de départ, sur les navets surtout. Et je pense que c'est pas à négliger aussi. Je pense que l'effet loop, il est vraiment présent parce que la majorité des coureurs et des coureuses, je pense qu'ils bossent sur ce travail parce que, comme moi, pour pas perdre leurs données, ils regardent leur montre pour savoir leur zone d'allure. Je
consomment du contenu un peu en sous-marin, mais ils n'ont pas les mêmes problématiques extrêmes que la pollution. Rémi. Je sais pas, pour reprendre les deux, Quentin et Benjamin, à la fois je suis d'accord, c'est l'effet de loupe, parce que quand vous le disiez, je me disais, c'est vrai que moi je le regarde à mon œil, je suis très présent dessus, je regarde souvent, donc je me dis que c'est peut-être aussi un petit monde, c'est pas la majorité des coureurs, les 12 millions de coureurs forcément. Pour autant, pour revenir à ce que je disais, c'est comment on marche beaucoup, alors c'est pas que dans le sport ou dans la course à pied, mais dans le monde du buzz, tu sais, de buzz. Sur les réseaux, c'est souvent le buzz qui fait l'info. Bon, même si c'est pas de buzz, c'est ce qui fait le plus important, c'est ce qu'on retient. Et si on prend dimanche, il y a eu la Swiss Canyon. Je suis persuadé que ce qui va rester, c'est que Cascade Verte a fait 20e. Et qui donne, je sais pas si ça suivi, mais bon, c'est parce qu'il a fait 20e. 20e, c'est bien, mais c'est pas, tu vois. Et on ne saura pas qui a fait 4e, et le premier français qui fait 4e. Le premier français qui fait 4e, c'est quand même intéressant, c'est une course de haut niveau. On va dire que c'est Cascade Verte parce qu'il était de retour de blessure, et voilà. Et c'est ce qui a fait le buzz, qui a fait que les médias l'ont vraiment suivi lui. D'où l'importance quand même d'être hyper communicant ou d'être influenceur pour pouvoir influer sur l'info de cette course-là en particulier. Et toutes les courses, c'est un peu pareil. Donc, à la fois, c'est vrai que c'est pas tout le réseau. En fait, ça fait pas tout, c'est pas ce qui va intéresser la majorité peut-être des millions de coureurs qui courent. Pour autant, je suis sûr que beaucoup de coureurs lambda, c'est pour ça que tu disais, lambda, tout le monde en fait, va se rappeler que tiens, Cascade Verte a fait ça, alors que c'est peut-être pas l'info la plus importante sur cette course-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour suivre le. Donc à la fois, c'est vrai que c'est le loop, ces réseaux-là et tout, à la fois, c'est ce qui fait quand même que ça va être l'info qui va être retenue de la majorité des gens qui pratiquent le trail. Tu vois, où est l'équilibre entre les deux? Je sais pas si tu me suis. Je suis complètement. Après, tout à l'heure on parlait du gâteau qu'il faut diviser. Je pense que ce qu'il faut gagner, c'est que là, par exemple, Cascade Verte, pour le média à distance plus qui l'a suivi, en fait, ça fait plus de stats. Du coup, ça leur apporte plus d'argent et je pense que pour elles et eux, c'est évidemment plus lucratif d'aller suivre ces coureurs influenceurs, même si top 1, c'est pas la même. Et je pense que en fait, on va avoir ce côté mettre en avant ces performances-là parce que c'est l'influenceur qui fait la course. Mais je pense que c'est aussi que même, alors j'ai rien à dire sur la course évidemment, mais par exemple sur l'UTMB, on parle de Clem qui court qui finit 350 400e, mais aussi on parle de Tom Evans qui a fini premier. Là je pense que c'est aussi que la course était, c'est pas la course qui vend le plus, dont on parle le plus en général. Je sais pas, parce on sera d'accord sur la base, sur le fond, je comprends ce que tu dis. Après, il y a plein d'exemples, parce que Cascade Verte, elle a été suivie, tu vois, alors pour l'anecdote, on va pas faire 30 ans là-dessus, mais distance plus, le patron, je le connais très bien, parce qu'on s'ensemble des fois, et je l'ai appelé derrière le jour de mai, je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait 15 posts sur distance, sur Cascade Verte, pendant cette course, alors que tu n'as pas parlé de... Et comme je sais qu'il est très comment dire, une éthique journalistique très poussée, et ça reste de ceux encore qui sont très journalistes dans la façon de suivre les choses. Et il m'a dit, je te répondrai dans quelques jours, il n'y a pas répondu encore, mais j'attends la réponse. Parce que pourquoi faire 15 posts sur lui? Tu l'as dit, c'est parce qu'il est hyper suivi, et il y a sûrement, ça va faire de l'argent quelque part. Il faut aussi vivre, le média, il faut qu'il vive, tu vois. Et c'est là où je dis que l'influenceur prend le pas sur le reste de. Et tu prends l'UTMB, ok, on a parlé de Tom Evans, ok, mais Clem qui court. Alors là, c'est pas une critique du tout, ce que je dis. À chaque fois, je ne critique pas, j'essaie de générer, d'être objectif. Et Clem qui court, il a quand même fait un truc de folie à part dans ses t-shirts. Tu sais, les t-shirts qu'il a fait pendant l'UTMB qu'il a vendu, c'est extraordinaire de pouvoir. Est-ce qu'à un moment donné, on va se lasser de tout ça? Donc, par exemple, juste par rapport à ça, j'ai appris récemment ce coureur-là parce que moi, c'est pas cette partie qui m'intéresse trop sur les réseaux sociaux. En fait, pendant la course, il organisait des conférences de presse. Donc, là, pour le coup, moi, je trouve qu'en termes de dérive, de paraître et de. Pour moi, voilà, c'est le. Comment dire? Il a fait
fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, qui, je trouve, c'est sa signature. à titre personnel, ridicule, mais c'est un avis personnel, et qui ne m'intéresse pas. Qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, pourquoi pas, je ne comprends pas trop, mais voilà, là je trouve qu'il y a une problématique quand même, quand on devient sur de la théâtralisation, de la mise en scène, de... Vous êtes en train de dire que les réseaux sociaux sont en train de transformer complètement la visibilité sur la course, sur le rugby, etc. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui transforment ça, ou est-ce que finalement aussi la performance n'attire plus, la performance au sens chronométrique du terme, etc., sportive, C'est pas le n'est plus principal raison. ce qui passionne les gens. Alain Lauré l'avait déjà montré dans les années 2000, avec la génération Glisse. Il disait que les fédérations sportives avaient du souci à se faire parce que aujourd'hui, les gens, voilà, les valeurs du sport, très liées, on va dire, au capitalisme, à la productivité, à la rationalisation, etc. Bon, ben voilà, il y avait déjà des contre-cultures qui commençaient à s'éloigner un petit peu de ces valeurs, que par ailleurs, les nouvelles générations étaient plus justement dans une logique de sensation, de qu'est-ce qui a fait l'explosion du surf, par exemple. On va sortir de la course à pied, si on n'est pas très loin de l'océan, si vous allez un peu à l'océan. Si vous comparez les plages de l'océan d'il y a 30 ans et aujourd'hui, vous ne les reconnaissez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ne cherchent pas à être performants. Ils ne cherchent pas à aller faire des tubes et des machins avec des surfs qui coulent tellement ils sont légers, etc. Les gens, ils veulent juste avoir des sensations. Ils veulent juste être sur un longboard, pouvoir faire un petit take-off facile parce que la planche est lourde, regarder un coucher du soleil dans l'eau, etc. Donc en fait, on a aussi des mutations dans nos sociétés qui font que finalement, voilà, le sport traditionnel au sens Jeux Olympiques, performance, compétition, etc., c'est plus forcément aussi ce que le grand public... Oui, mais à contrario, le pic que l'on a maintenant sur la course à pied, sur les running, etc., est-ce que dans quelques années, ça ne va pas s'essouffler un petit peu et être rejeté un petit peu ou mourir un petit peu de son propre mort, enfin, en gardant que la performance, quoi. Parce que maintenant, on a une overdose de personnes qui s'inscrivent. Ouais, je crois pas que ça va. D'accord, c'est une question. Ouais. Mais par contre, juste pour revenir sur le côté performance, moi, c'est pas une opposition forcément. Moi, ça m'intéresse aussi, le dépassement de soi, les parcours de vie, ça m'intéresse vraiment. Mais quand tu scénarises ce que tu fais pendant une course, pour moi, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va se dépasser, qui va raconter une histoire et qui sera à la fin du peloton. Et je peux trouver ça hyper intéressant. Et quelqu'un qui fait cette mise en scène, et là, en fait, pour moi, on perd vraiment, je trouve, la vérité des choses, des relations humaines. En fait, j'ai l'impression c'est comme si on me montrait un film. En fait, c'est une fiction. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, à titre personnel. Et je trouve qu'on peut vite basculer de l'image de se dire, oui, il n'y a pas que la performance. Et je suis tout à fait d'accord avec, donc intéressons-nous aussi aux autres, mais pas que les tout meilleurs, bien sûr, et ça m'intéresse beaucoup. Mais par contre, faire du théâtre et du cinéma, comme chez certaines personnes, ce n'est pas du tout le cas de tous les influenceurs et certaines pratiques, en tout cas, tendent un peu vers ça, et là par contre, ça me dérange. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Qui veut s'exprimer? Oui, on va pas détacher le micro. Qui veut s'exprimer? Qui veut nous dire son avis sur les réseaux sociaux, la course, le rugby, etc. Les dérives, ce que... Bon, je suis très... Allez-y. Vas-y, je t'en prie. Je suis un grand timide. Bonsoir, donc merci tout d'abord pour ces témoignages et ces exposés tout à fait intéressants. J'avais quelques questions en tête, mais vous y avez déjà pas mal répondu. Donc voilà, en tout cas, j'étais particulièrement intéressé par la question posée aussi sur le fait est-ce qu'on ne va pas à un moment arriver à un plafond et ça va un petit peu s'émousser, mais je me dis qu'en même temps que ce sont les jeunes générations quand même, qui sont celles qui sont le plus enclines à utiliser les réseaux, donc encore quand même pour un petit moment avant que tout ça disparaisse. Voilà, puis on a vu naître aussi quelques courses en Asie avec des robots, enfin des humanoïdes, des choses comme ça. Donc on va voir peut-être dans quelques temps aussi ce genre de choses arriver sur... voilà, donc on va voir ce que ça va
produire en termes de comparaison et voilà. En tout cas, ce sont encore de nouveaux challenges et de nouveaux défis peut-être qu'on verra à l'avenir. Voilà, merci pour le moment. Bonjour, voilà, je suis Christian Ménage, j'organise la Courée d'Anoël à Toulouse et quelques autres courses. Voilà, donc c'est simplement pour dire que actuellement, il y a des courses qui ne font pas payer les inscriptions, et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc il faudrait peut-être que les sociétés qui font ça pour de l'argent, et beaucoup d'argent, il y a une course qui vaut 35 € à Toulouse, ils sont 5 000, l'organisateur gagne 150 000 €. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable parce qu'on est coureur, on veut se faire plaisir, mais on n'est pas là pour gagner de l'argent. Voilà. J'avais ça à dire. Ok, merci. Je suis content de le dire. Sur la question, est-ce que ça va s'émousser, que vous souleviez, que vous aviez soulevé aussi, moi je pense aussi comme Benjamin que ça ne va pas s'émousser, parce que le running c'est vraiment l'activité, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il n'y a pas besoin d'une équipe, on peut courir seul ou à plusieurs, qu'on vive en ville ou à la campagne, on peut aller courir, etc. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des cycles, il y a des choses qui sont à la mode, qui vont se démoder, et donc voilà, sans doute que les courses qui seront à la mode dans 15 ans ne sont pas celles qui sont à la mode aujourd'hui, que peut-être on va avoir des hybridations aussi de pratiques. On n'a pas encore trop vu ça dans le monde du running. Alors moi je ne suis pas spécialiste moi j'étais athlète mais coureuse de haies, donc très courte distance. Donc je ne suis pas très cultivée en running, mais dans d'autres sports, on a vu, voilà, par exemple le kitesurf, c'est une hybridation, on va dire, du surf à la planche à voile. Je n'ai pas en tête, au niveau du running, de pratiques hybrides, et c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Peut-être. C'est l'alternance qu'on se Ouais, alors là, c'est pas hybride, c'est que tu combines deux pratiques que tu mets l'une après l'autre. Je sais pas comment on pourrait hybrider le running, mais s'il y avait des gens un peu qui ont envie de se lancer dans du marketing ou des choses, je pense qu'il y aurait des choses à réfléchir, mais c'était pas trop la vie, monsieur. L'idée, c'était pas forcément de donner des idées dans ce sens-là, mais elle est intéressante la question, effectivement. À quoi ça va ressembler demain? Moi, je pense qu'il y en aura toujours, parce que aussi pour ces questions de santé, etc. Je pense que c'est rentré dans les mentalités quand même que le running, voilà, c'est l'activité physique qui peut être bonne pour la santé. Mais sous quelle forme dans 15 ans, je ne sais pas. Oui, qu'est-ce que va devenir le running, donc les runners connectés? Alors peut-être rejoindre Benjamin, la mise en scène sur des courses et sur des trails comme Feklen, qui est quand même pas mal suivi dans la démarche. On retrouve de plus en plus de coureurs qui font comme lui, qui se mettent en scène, qui font un peu les foufous, les marioles. À mon avis, je pense que c'est dommage que Thomas soit pas venu, parce qu'il était très dans c'est Thomas qui devait venir au début, Mathieu. On aurait eu son avis, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des critiques, c'est juste des observations. Peut-être que ça va s'essouffler, parce que au bout d'un moment, c'est un peu toujours un peu la même chose. Tu as le mec qui fait un gros trail, souvent c'est des trucs assez longs, et il fait je sais pas comment, il se met en scène, il fait un peu le concon. Mais au bout d'un moment, quand même, quand tu as revu 10 fois la même scène, tu vas te dire, bon, ok, d'accord, cours un peu, fais ton truc. Je pense que ça va s'essouffler, j'imagine. Ça sera moins suivi. Il y en a qui surfent sur la vague en ce moment, ils ont bien raison, parce qu'ils incluent largement. Et après, je sais pas, il y a peut-être il y en a beaucoup qui parlent de off, qui aiment moins maintenant, qui peuvent faire des off, partir sur des trucs sans chrono et sans performance, et ça marche de plus en plus aussi, le retour un peu en source, comme on dit. Après, l'idée, ça va pas s'essouffler, on est peut-être quand même à un niveau, je pense, au sommet de la vague, au niveau des nombres de coureurs, de 12 millions ou 13 millions, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau du terme de nombre de coureurs. Je sais pas combien il y a 80 millions de Français, 70 millions. T'as même les petits et les plus petits.
fais une petite aparté là, il y a quand même le PPS quand il a été mis en place qui a permis de pousser des inscriptions sur les courses puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir un médecin. Donc maintenant il est payant, le PPS, je crois qu'il est passé payant. Voilà, donc le PPS sur déclaratif, voilà, on voit là aussi qu'il y a des personnes qui, si, quand on les voit en course arriver, si elles étaient passées devant le médecin, peut-être qu'elles n'auraient pas couru. Juste une précision sur le PPS, ça n'existe qu'en France. Hein. Dans tous les pays anglo-saxons, moi j'ai fait des marathons, New York, etc., ça n'existe pas. Hein. On considère que les coureurs le font en connaissance de cause. Donc il n'y a qu'en France où ils font le certificat. Dans tous les pays du monde, il n'en faut pas. Je ne sais pas si c'est votre connaissance, mais moi, je fais Madrid, Londres, New York, dans il n'y a pas de document. Oui, après ça dépend des exemples de courses. Il y a des courses qui demandent des choses particulières, sur des grands trails, des trucs plus longs. Ils demandent d'avoir des certifications, je ne sais pas, des électrocardiogrammes ou des trucs précis sur des courses sérieuses. Après, on a la base, vous avez raison. Après, bon, c'est un autre débat, mais je ne pense pas que les tests perdurent hyper longtemps avec ce qui arrive en ce moment, c'est avec les accidents, les décès ces dernières semaines. Hein. Oui. Je ne sais pas si ça va pas. Tu sais, comme en France, on est très procédurier, très législatif. Je pense qu'on va revenir à quelque chose d'autre. À réviser sa copie sur ça, de faire la conversation. Je pense que, pour remonter un petit peu sur le phénomène des influenceurs et influenceuses qui va s'essouffler, je pense que ce qui va se passer, même si ce n'est pas une boule de cristal, ça va faire un petit peu comme Casquette Verte. Maintenant, ils commencent à faire des lives sur Twitch, sur d'autres sujets, on va raconter ses courses. Je pense qu'il va y avoir une migration, un changement de mise en scène. Et parce que je pense que quand tu vois une fois, deux fois, trois fois quelqu'un qui court, au bout d'un moment, tu t'en es lassé, je pense. Et en termes de pratiquants, je pense que on n'est pas. Maintenant, il y aura plus assez de personnes pour courir. Donc, je pense qu'il va y avoir un plateau et en termes de pratique, ça va aussi évoluer. Alors, tu parlais des off, je pense que de plus en plus, il va y avoir ce côté pour se démarquer de la pratique ultra connectée, d'aller courir, faire un petit off de 200 une grande randonnée de 60-70 km pour soi, pour se ressourcer. Après, je pense que ça n'aura pas la performance. Aurélien Sanchez qui est au Pisti, là, il a 900 km ou plus. Il a un record à battre. Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est 4 pas. Il a un record à battre. Là, il va le faire avec le plus rapidement possible. Alors, je pense que ces pratiques-là de performance, ça peut coexister, peut-être aller migrer ailleurs. Et pour les courses de robots, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que peut-être qu'il y aura des courses de robots, mais je pense qu'à l'instar des échecs où il y a des tournois contre des robots, je pense que ça va, et peut-être je suis peut-être un peu optimiste, trop peut-être, ça va plutôt servir la pratique, parce que là, le niveau d'échecs, il n'y a jamais eu autant de personnes qui jouent aux échecs que maintenant, et le niveau n'a jamais été aussi élevé des niveaux moyens et médians, parce que justement, on a accès à tellement de ressources, on parlait de connectés, que les ordinateurs, que les gens des robots qui vont courir, que ça va, je pense, à mon sens, servir la pratique, et à aucun moment, je pense que ça va la remplacer. Parce que ce qui fait l'instrument de la course à pied, c'est pas des robots qui courent. Est-ce que pendant le championnat d'échecs de haut niveau, est-ce qu'on peut prendre des selfies qui joue peut prendre des selfies? C'est pas les règles dans leur Non, pas parce que pour l'anecdote, il y a. Ça dure 5 ans, 6 heures, il a le temps. Pour l'anecdote, il y a pas longtemps, il y a Magnus Carlsen, le meilleur joueur de tous les temps, qui est venu en compétition en gym. Il a eu forfait parce qu'il n'a pas le droit de venir en gym. Je pense que c'est un pas de pratique qui est tellement codifié que on n'aura pas une fausse conférence de presse comme celui qui court dès demain. Peut-être que ça va changer. On va libérer Jacques parce qu'il a une autre obligation dans un quart d'heure, qui est un petit peu une vingtaine de minutes d'ici. Donc merci Jacques de cette animation et passe une bonne soirée. Merci. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres sujets que vous voulez aborder, on peut aller prendre un verre à côté, continuer à discuter entre nous. Donc, on va se connecter entre voilà. Merci à tous d'être présents et merci à Lucie, Benjamin, Rémi et Quentin pour cette conversation de haut niveau.